On vous propose au groupe de visio de commencer par votre restitution, si ça vous convient, et si vous avez défini une personne pour la restitution. Vous êtes là. Mais en fait, tu n'as pas le micro pour activer, si. Non, Non, non. Est-ce que vous nous entendez? Ah, si, c'est bon. Ah, il y a un pouce qui se lève. Deux. Ouais, c'est bon, parfait. Qui dit mieux? Donc, je vous demanderai, alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a prévu de prendre la restitution de votre atelier? Oui, c'est bon. Ah, ok, bien. Donc, on laisse la parole alors. Ok, attends, je partage mon écran. Hop. C'est bon? Vous voyez le diapo? Ça marche super bien. C'est incroyable, la technologie. Donc, je parle sous l'autorité de mes membres, mes co-membres d'atelier. Ils me comprendront si j'oublie des choses. Donc, on a essayé de suivre un petit peu les différentes questions. Alors, on a effectivement commencé par la question de pourquoi suivre la fréquentation. On est parti du principe, ou du fait qu'il fallait effectivement observer l'évolution des pratiques dans le temps, dans l'espace, notamment avec la hausse, la diversification récente de ces pratiques, qui impose sans doute aux gestionnaires de nouveaux défis, ou en tout cas des défis qui sont de plus en plus importants. Qu'il s'agissait aussi d'une façon d'identifier des sites de pratique qui sont parfois différents de l'offre affichée, en tout cas de ce qu'on considérerait comme étant les espaces dédiés aux différentes pratiques. Il y a la question, bien sûr, de mesurer le dérangement et les impacts sur la faune et les milieux. Et du coup, tant qu'on n'a pas d'observation fine des pratiques humaines, on a du mal à effectivement faire le lien avec ce qu'on peut observer du côté notamment des réactions de la faune. Voilà. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de disposer d'un diagnostic, c'est-à-dire d'avoir des chiffres fiables, ou en tout cas des chiffres qu'on puisse partager et qui puissent dépasser finalement l'estimation doigt mouillé, notamment pour dialoguer ça peut être avec les élus, bien sûr, mais aussi parfois avec les usagers. Donc, une fois qu'on a cette phase, on va dire les premières raisons de pourquoi suivre la fréquentation, qui sont plutôt d'avoir des chiffres, d'avoir des constats, c'est évidemment de permettre de gérer les flux. Alors, gérer les flux en fonction des aménagements disponibles ou des aménagements réalisés, gérer les flux en fonction des... Alors, j'ai marqué capacité de charge des milieux naturels, c'est pas très, très beau comme expression, mais j'espère que tout le monde la comprendra à peu près. Il y a aussi la question qui est ressortie d'appréhender, alors appréhender les conflits d'usage, tout le monde voit, mais aussi d'anticiper. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien traduit cette idée, mais l'idée, c'était, voilà, si on sait qui est là, pourquoi faire, peut-être on peut parfois, alors l'exemple qui est ressorti, c'est celui des parkings, et le fait de pouvoir rediriger à l'avance des gens là, pour éviter d'aller surcharger des parkings et du coup de créer des conflits, du coup de les rediriger en amont vers d'autres sites pour permettre d'éviter des engorgements et donc des situations forcément problématiques à plusieurs titres. Et une dernière raison, c'était de justifier les aménagements, les dépenses, notamment aux yeux des financeurs, qui en fait, je l'ai mise là vers la fin, en fait, c'est la première raison qui a été apportée dans l'atelier. On a commencé par parler de ça, c'est un moyen de justifier du fait que effectivement, les dépenses, elles correspondent bien à des besoins, en tout cas à des pratiques qui sont réalisées en face. Et un élément qui n'est pas sorti, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, un élément qui n'est pas ressorti dans l'atelier, mais enfin qui est ressorti plus tard, mais du coup je l'ai recollé ici, c'est aussi peut-être un moyen de justifier des restrictions aux yeux des usagers, puisqu'en fait, en ayant ces estimations de fréquentation, c'est peut-être plus facile de justifier, de mettre certaines limites aux pratiques ou d'en déporter certaines. Voilà. Donc l'objectif final, bien sûr, c'est de pérenniser des espaces de pratique compatibles avec la préservation des milieux de la faune, mais aussi, bien sûr, compatibles avec l'augmentation de ces pratiques
Donc, l'accueil de pratiquants, on va dire, sur des périodes de plus en plus longues et avec des pratiques de plus en plus différentes. Donc, ce suivi de la fréquentation, il s'appuie sur des opportunités de plusieurs types. Alors, les opportunités récentes, technologiques, donc les égo-compteurs, aujourd'hui les pièges photos, les différents moyens de récupérer des traces GPS, donc par les pratiquants, aujourd'hui qui sont de plus en plus équipés. Mais il y a toujours, évidemment, donc les opportunités, on va dire ça, humaines. Donc, il y a les enquêteurs, d'une part. Ça, ce n'est pas nouveau du tout. Et on l'a dit, c'est très coûteux et très chronophage. Mais il y a effectivement toute une question autour de l'information géographique volontaire et de la capacité à mobiliser les usagers eux-mêmes en tant que producteurs et fournisseurs de données directement ou indirectement via des plateformes. Les limites, donc limites techniques qui ont été abordées plusieurs fois, donc la question des fonctionnements du matériel. Alors, j'y reviens pas ici, ça a été pas mal évoqué, mais voilà, sur la question, à la fois, c'est compliqué à positionner, ça peut tomber en panne, ça ne fonctionne pas pareil selon les saisons. La question, effectivement, même si c'est des solutions techniques, ça reste très chronophage et à toutes les étapes de vie de l'outil. Limite humaine, puisque les compléments, notamment les compléments qualitatifs, ces outils qui restent des outils assez quanti, ça reste très coûteux. Et puis des limites méthodologiques qui sont peut-être les limites qui ont été le plus pointées. D'abord, c'est des approches à l'échelle des gestionnaires ou des massifs, c'est des approches qui restent souvent empiriques, mais souvent en fait sans une construction très claire d'une grille de questions en amont. Donc, effectivement, on n'a pas trop de questions en amont, on a du mal à trouver des réponses précises en aval. L'absence de protocole standardisé avec un éparpillement de données en fonction des gestionnaires des sites ou même sur un site entre plusieurs intervenants qui rend difficile de comparer sur plusieurs années ou d'un site à l'autre des données. Donc, ce qui pose la question en fait du bon usage et de la capacité à utiliser réellement ces données et pas simplement produire des choses assez limitées, on va dire. Et puis, la question de l'articulation entre la récupération de données quantitatives et l'enrichissement de ces données par des outils qualitatifs. Alors, on s'est posé la question de comment essayer de trouver des pistes de réflexion. On a fait le constat commun qu'il fallait plutôt partir des besoins. Donc, les besoins, on l'a défini comme un objectif partagé, d'avoir des données continues. Donc, à l'échelle, voilà, on a mis 5-10 ans, enfin là, j'ai mis 5-10 ans, mais c'est, je crois, ça qu'on avait un peu évoqué, et des données qui soient comparables, donc comparables d'une année sur l'autre et d'un site à l'autre. D'accord ? En partant du principe que sur la question du suivi de fréquentation, on avait des problématiques qui étaient en partie communes sur les différents sites. L'autre aspect, c'est que il y a un besoin d'être, on l'a encore entendu ce matin, d'être plus économe parce que c'est la récupération des données aujourd'hui, elle reste coûteuse et difficile à organiser dans le temps. Et donc, si c'est un enjeu extrêmement important, alors j'ai mis enjeu montant, ça peut pas être français, ça, pardon. Malgré tout, il y a vraiment une réflexion à avoir effectivement sur la façon de faire perdurer dans le temps les modèles qui pourraient être mis en place. Donc, ça m'amène au modèle de gouvernance. Alors, oui, je fais un peu un saut du coq à l'âne. On a mis trois points. Donc, il y avait la question de sécuriser l'accès aux données et à leur partage. Notamment, alors c'est la question de la souveraineté sur les données qui a été soulevée, c'est-à-dire de ne pas dépendre, si on met en place un modèle qui repose en partie sur la récupération de données externes, c'est-à-dire pas des données produites par les gestionnaires. Évidemment, il ne faut pas dépendre de politiques d'entreprise qui peuvent du jour au lendemain venir remettre en cause complètement ce modèle de récupération de données. La question aussi de la participation volontaire, qui implique forcément des retours vers l'usager, donc en termes de gouvernance, une capacité à ce que les usagers soient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la façon dont sont utilisées ces données-là, notamment pour éviter qu'il puisse y avoir des crispations, et donc la perte à un moment ou à un autre de la participation des usagers. Et la question sans doute centrale, c'est celle du modèle économique, donc d'un outil qui serait partagé entre des acteurs nationaux et des territoires.
savoir comment abonder. Et on finit par la question, en fait, la porte d'entrée, c'est-à-dire savoir la création d'un réseau ou la structuration d'un réseau. On se rend compte qu'il y a de plus en plus effectivement d'acteurs qui soulèvent ces questions, qui s'y intéressent. Il y a plusieurs tentatives sans doute de mutualisation, mais effectivement, l'idée, c'est bien de savoir, pour définir ces protocoles adaptés, les mutualiser, il faut partir des questions que se posent les territoires, les gestionnaires, identifier une grille commune, avec sans doute différents niveaux, c'est-à-dire il y a des points qui seront vraiment communs à l'ensemble des territoires, des aires protégées, d'autres qui seront plus spécifiques, qui seront partagés que par certains territoires ou certaines aires protégées. Il y a sans doute des choses à adapter. Mais une fois qu'on définit ces protocoles, eh bien après, il va s'agir effectivement de savoir qui peut porter ce réseau-là. Donc là, on a juste évoqué quelques acteurs, mais évidemment, ce n'est pas nous qui allons déterminer quoi que ce soit, c'est plutôt un vœu voilà, qu'on appelle. Voilà, eh ben, c'est à peu près tout, je crois. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou si j'ai à peu près fait le résumé de ce qu'on s'était dit ce matin. Donc, je crois que tu as été super, un bon rapporteur pour ton équipe, puisque personne ne complète. Bien, merci. Ah, merci, c'est une bonne équipe. Voilà, super équipe de visio. Eh bien, je pense que je vais ouvrir la possibilité à un deuxième groupe de faire son retour. J'ai l'impression, je pense qu'il va y avoir des éléments redondants. Je pense qu'on soulève certainement les mêmes problématiques, les mêmes questions. Je pense qu'on peut se construire la suite des restitutions sur des éléments de complément. Donc, qu'est-ce qu'on a pu dire, et puis surtout des éléments de complément. On va juste organiser le tableau pour que vous mettre le tableau en face et mettre la visio face au tableau. Est-ce qu'un groupe peut passer ou je propose un groupe Marc, parfait, merci. Après, peut-être que si on pouvait quand même voir un petit peu, et Julien, que tu repartages ta première slide, comme ça permet de rebondir sur des choses. Donc, bonjour tout le monde à distance déjà. Bonjour. Si vous me mettez là. Ah oui, je pense qu'on verra quelque chose. En visio, ils vont écouter et puis la salle va voir. Je pense que c'est mieux pour ça. Ouais. On la voit la vidéo. Regarde sur l'écran, là. Tu vois, il a. Oui, c'est pour avoir à la fois les slides de pour compléter. Voilà, c'est technique, là. Wow. On fait des travelling assez audacieux. Nous, regardez, vous avez qu'à voir la chose sur. C'est pour le coup des. Pas des tristes. Non, je vois ça. Alors, est-ce que la visio, vous allez. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien et surtout, est-ce que vous arrivez à voir un tout petit peu notre tableau là en fait? Je dis pas que c'est net, mais vous voyez les post-it. On voit bien des post-it de couleur. C'est du là. C'est l'idéal. Oui, bon, voilà, du coup, c'est pas mieux.
Comment est-ce qu'on a compris? Alors, nous, on a été des bons élèves. C'est-à-dire qu'on a suivi le programme qui avait été fixé dès le départ. Et on a commencé par traiter cette question de comment mettre en œuvre, mettre en place des études de fréquentation et comment, si j'ai bien compris, les mutualiser en fonction des différentes échelles territoriales, voisines ou concurrentes, auxquelles on pouvait les mettre en œuvre. Alors, on a dans ce cadre-là, mis en évidence plusieurs problématiques. Alors, je vais les prendre un petit peu dans l'ordre de ce qu'on a écrit ici. Tout d'abord, on a partagé au sein du groupe cette nécessité de partager des expériences passées, aussi bien en matière de méthodologie que de résultats acquis. Voilà, donc essayer de tirer des conclusions, mais de tirer une synthèse de ce qui avait été produit et d'être au clair par rapport à ça. Ensuite, on a un peu dans la même thématique, on l'a vécu à une œuvre, on a partagé dans les problématiques du groupe, on apercevait aussi comme une nécessité actuelle en partageant les méthodologies à mettre en œuvre au quotidien et donc la nécessité de s'adapter, de se coordonner toujours dans une perspective et actuelle et puis future pour mettre en place ces méthodes-là. D'un point de vue méthodo, on s'est aussi accordé sur la nécessité de mettre en place une discussion préalable sur la démarche, de s'accorder sur les objectifs. Alors là, quelque part, on a peut-être aussi un petit peu pris le pas sur la dernière question qui est celle du pourquoi, mais ce n'est peut-être pas un hasard si elle apparaît sur la même feuille. Voilà, donc là aussi, c'était d'essayer de se mettre dès le départ en accord sur la perspective, la problématique centrale de ces études de fréquentation. Toujours en matière de méthode, aussi, c'est d'assumer le recours à des méthodes complexes qui peuvent faire appel à plusieurs versants, des méthodes donc composites à la fois quanti et quali, ou basées peut-être sur le recours à des pratiquants comme des capteurs, hein, donc à les laisser faire remonter de l'information et puis l'agréger à différentes échelles ou via différents collectifs. Tu veux rajouter des trucs si jamais. Ouais, mais. J'invente complètement. C'est juste un point, je pense que si on allumait la lumière comme on avait été avant, les gens verraient peut-être mieux. Peut-être. Ouais, je ne suis pas sûr, à mon avis, la résolution, mais je n'ai pas forcément très bien décrit. Donc... Voilà. Est-ce que c'est plus flou comme ça? Ouais, je pense. Non, mais on fait confiance sur ce qui a marqué. Donc, voilà. On a mis plein de En fait, c'est surtout un pense pour nous-mêmes, finalement. D'accord. Voilà, il y a aussi d'autres points qui ont été mis en évidence. Cette idée de connaître et de délimiter le cadre réglementaire, hein, aussi dans lequel se positionner, et dans lequel positionner clairement les études de fréquentation pour le borner, pour le délimiter, pour s'assurer, là aussi, de son usage. Essayer aussi d'uniformiser, de développer la connaissance autour des méthodes, de s'accorder sur leur portée et sur l'intérêt de chacun des indicateurs. Et puis, voilà, dernier point important qui nous a réunis à plusieurs, celui d'identifier une tête de réseau, un acteur supra qui permettent d'égaliser, ou quelque part d'uniformiser là aussi, les méthodes et les besoins en matière de problématiques et d'objectifs de départ pour les études de fréquentation. Donc, une tête de réseau. Est-ce que tu peux faire les questions suivantes? Sur les limites. Ensuite, on a construit le deuxième tableau autour des limites et des moyens. Et on a fonctionné avec le bleu étant les post-it au niveau des limites et le rose étant celui des moyens, où en fait assez naturellement le rose, les moyens répondent à nos questions de limites. Donc on a évoqué plusieurs grands enjeux de limites qui sont relatifs au cadre réglementaire. Alors ça pose la question et juridique, mais ça pose aussi des questions notamment d'éthique sociale. Alors, quand on parle des limites et des moyens, on a aussi soulevé, mais je pense qu'on peut faire un peu plus les moyens disponibles, donc ce sont les moyens humains, les moyens financiers, avec lesquels, comment est-ce qu'on peut fonctionner, parce qu'on peut avoir envie de beaucoup de choses, mais on va souvent manquer de moyens humains, et c'est une des grosses limites.
Cette limite, on la retrouve, et là, ça contacte aussi un CLDJ, c'est une limite au terme de comment est-ce qu'on met en œuvre, et donc le manque de protocole. Finalement, en même temps que je le dis, j'ai presque envie d'aller tout de suite sur les moyens, puisqu'on y répond tout de suite. Oui, il y a un manque de protocole, et on l'identifie, il faut qu'on identifie un peu plus, ça veut dire le besoin, en y répondant, d'essayer d'élaborer un protocole un peu plus commun, même s'il doit prendre en compte les spécificités du territoire. Question de moyens, et on a interrogé aussi la question de la qualité des données dans les limites, et ça reprend des choses qui ont été soulevées par le groupe précédent aussi, sur le fait de réussir à croiser les données quantiques et les données qualiques. Et pour ce faire, on est parti sur l'idée de réfléchir justement à, là encore, à comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans les protocoles. Et dans la question des moyens, on a un peu de tour, on a parlé de la complexité des territoires, qu'une des limites, c'est aussi de prendre en compte les complexités des territoires. Parce que, ok, on parle d'essayer d'échanger et de parler de protocoles communs. Ceci dit, la reproductivité d'un territoire à l'autre, elle n'est pas forcément aussi aisée. Donc ça, c'est une des limites, un des enjeux d'ailleurs, qui va se retrouver finalement, on va s'attarder sur les moyens, réfléchir à la rigueur des protocoles communs. Ceci dit, il faut leur laisser une certaine marge d'adaptabilité d'un territoire à l'autre. Mais dans tous les cas, en fait, on en revient à une des limites, c'est le nombre d'échanges. Et un des moyens, c'est de construire un réseau. Et je pense que ça a été bien aussi, ça a aussi bien été soulevé par le premier groupe, construire un réseau. Et puis, il y a quand même, comme vous l'avez noté aussi, on s'est dit qu'il fallait plus de moyens financiers. C'est un passage obligé. Et ceci dit, voilà, donc plus de moyens financiers, c'était plus. Parce qu'on passe le temps à le déplorer, mais de manière un peu plus sérieuse, pour aller de manière un peu plus constructive pour optimiser les moyens, pour faire optimiser, mais aussi mutualiser nos moyens. On a soulevé cette question. Alors, je ne sais pas comment, d'un parc à l'autre, d'un espace à l'autre, on peut réfléchir à mutualiser. Je pense qu'il faut aussi se faire cette mutualisation, on l'a soulevé entre les acteurs, d'ailleurs, d'un même territoire, parce que ce n'est pas forcément le cas, et c'est vraiment facile de lier et faire travailler ensemble les différents acteurs, mais ceci dit, chaque groupe d'acteurs a des moyens et potentiellement des outils qui peuvent servir à la mutualisation et donc l'optimisation. Et on avait un dernier volet sur la question de la sensibilisation. La sensibilisation et de la mobilisation de la société, on n'était pas certain dans lequel impliquait l'autre. Ou est-ce que les deux ne s'impliquaient pas mutuellement d'ailleurs? Est-ce que le fait de mobiliser, que ce soit les différents acteurs ou les habitants du territoire, est-ce que ça les amène à être plus sensibilisés? Ou est-ce que sensibiliser, en premier lieu, motive les gens à être plus mobilisés? Au final, on l'a construit, alors peut-être pas, on a fait une flèche dans les deux sens, parce qu'on construit les deux. La discussion, c'est que finalement, les deux s'auto-entretiennent. Et on avait fini par les pourquoi. Et sur la dernière phase, pour mettre en évidence les raisons de faire appel à ces études de fréquentation, ces observations, on a décidé peut-être de plus résumer ces phrases-là. Donc, on a mis en évidence 5 grandes idées. La première, c'est en matière de pourquoi, c'est pour réduire, voire adapter les pressions sur les espaces naturels, les pressions anthropiques. Essayer de conserver aussi les caractéristiques naturelles et paysagères pour maintenir l'attractivité de cet espace. Là, on a utilisé les gros mots, durabiliser, mais aussi pérenniser la trajectoire de ces espaces. Le troisième des points qu'on a mis en évidence, c'était aussi dans la perspective de maîtriser les risques de conflits d'usage. On va essayer de les gérer. Le quatrième point qu'on a mis en évidence, c'est aider les prises de décision en matière d'aménagement du territoire, donc accompagner ces prises de décision et pour cela fournir des indicateurs, des éléments de départ sur lesquels baser une décision, un jugement. Et enfin, et là c'était un peu la conclusion, c'est tout ça pour délimiter quelque part les périmètres des espaces aménagés et y gérer la fréquentation à l'intérieur, mais aussi autour, quelque part, délimiter les fonctions de ces différents usages, en tout cas essayer de délimiter ces fonctions.
Sachant que, pour conclure, on s'est quand même dit que cette question du pourquoi, elle est quand même, à notre sens, très relative à qui on est, en fait. Là, je pense qu'on se réunit avec une entrée, et puis en plus, c'était l'entrée de la journée aujourd'hui sur notamment le rapport à l'environnement et à la faune. En fonction de qui on est et des intérêts qu'on sert, on n'aura probablement pas la même énumération des pourquoi suivre la fréquentation. Donc, mais on a le parti d'avoir forcément des subjectivités. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, aussi bien à distance qu'ici? On n'a pas le micro trop loin, vous avez bien entendu à distance, c'est bien rayonné du micro. Oui, Christophe, tu as une question? Oui, c'est bon, on vous entend très bien. Bon, ce n'était pas forcément une question, mais plutôt une remarque sur le dernier point qui a été amené, là, sur les questionnements sur le pourquoi, et du coup, le focus qui était peut-être un peu lié à la composition du groupe. J'étais étonné que dans les échanges en fait, et dans l'Assemblée, mais c'était peut-être volontaire au départ hein, pour partir en petit comité, on parle d'information géographique volontaire et du coup on n'a pas de représentants de pratiquants, si ce n'est hier via le site Camp to Camp, mais je pense par exemple à certains groupements type NBF ou autres, ou à des fédérations sportives. Donc, du coup, voilà, il faut avoir ça en tête, effectivement, dans le fait qu'on a un prisme aujourd'hui peut-être un peu lié à la nature des acteurs qui sont autour de la table sur la question du pourquoi. C'était juste cette remarque. Non, mais oui, c'est vrai, parce qu'on regarde souvent, on est un peu en tout soi, et je pense que peut-être que une des questions suivantes, ce sera d'ailleurs d'ouvrir une question sur le sujet de la fréquentation aux pratiquants eux-mêmes qui sont d'ailleurs demandeurs. Enfin, si, François, c'était une discussion que vous avez soulevée de communiquer, de donner de la fréquentation pour tous les utilisateurs du territoire. Après, est-ce qu'on veut le faire ou pas? Ça soulève encore une autre question. On laisse la parole au troisième. Ouais. Je regarde la Victor, je ne sais pas comment vous reportez votre numéro. Non, il reste deux groupes. Vous aviez... Je vous entends devant. On se laisse la place pour être... En fait, à la base, on avait mis pour avoir la diapo de Julien et de forcément rebondir dessus. On n'a pas. Ouais. La philosophie. Ok. Méthodologie. Si vous voyez un peu quelque chose en visio, si c'est toujours aussi flou, ça a l'air d'être toujours aussi flou. De toute façon, demain, on ne voit pas grand-chose. L'important, c'est le dessin. Non, nous, on est un peu resté arrêté au tout début. On va partir un peu dans une grande réflexion sur qu'est-ce qu'un protocole de suivi de fréquentation. Et on a fait un gros blocage sur la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on mesure la fréquentation? Qu'est-ce que ça veut dire? Sachant qu'on était plutôt un peu contre-scientifique, même s'il y avait des membres de gestionnaires, c'était plutôt les scientifiques du côté des gestionnaires. Donc on est resté là-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire de créer un protocole de suivi? Comment est-ce qu'on le pense? Et comment est-ce qu'on le pense pour éviter de retomber dans les erreurs du passé qui, sur les suivis de fréquentation, que ce soit de l'humain, mais aussi de la biodiversité, ont été des protocoles qui ont été soit des états des lieux et pas des trucs de suivi, c'est-à-dire en telle année, il y a X personnes qui sont passées là et en
telle année, il y a X personnes qui sont passées là. Et alors, on peut le vendre aux offices de tourisme à qui on va dire il y a plus de 20%, ou alors il y a eu moins 13%, ils sont super contents. Mais en fait, c'est juste un état des lieux, une photo floue d'un instant T, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et aussi éviter des protocoles qui sont basés sur un outil, c'est-à-dire on se dit ah c'est génial, on a un capteur pyro ou on a une dalle, on va installer une dalle et on va avoir des gens et après on va avoir des problèmes liés à cette dalle et au final on n'aura jamais posé une question précise qui fait qu'on ne pourra pas comparer nos protocoles avec d'autres endroits ou d'autres trucs parce que c'est quelque chose qui a été pensé outil avant d'être pensé une question. On revient au fait qu'on a vraiment posé, on est parti d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une question scientifique à laquelle, pour y répondre, on a un protocole, et ensuite, on a, avec ce protocole, on obtient des résultats, une base de données qu'on peut ensuite partager. Donc, on est vraiment parti là-dessus. Et on s'est aussi dit que la question du pourquoi mesurer la fréquentation, il y avait une infinité de réponses d'un point de vue scientifique. On a tous des interrogations différentes qui se recroisent ou pas, mais il y a une infinité de questions suivant les lieux. Pareil pour les gestionnaires, on n'a pas forcément répondu à cette question. On l'a mis d'un peu de côté. Et à partir de là, on est pareil sur la question du qui, où, quoi, où, comment. On a pas ça répond, ça va dans la logique du pourquoi, c'est infini. Donc on n'est pas allé vraiment dans le détail. On est resté très, très aérien là-dessus. Très pragmatique quand même. Mais en même temps très pragmatique. On n'est pas allé très loin, mais ça reste pragmatique dans vraiment la réflexion en amont de la création d'un protocole de suivi. Après, on a évoqué pas mal de questions à prendre en compte quand on a ces questions. Ça va être des questions d'échelle. Est-ce qu'on se dit on veut juste un site ou est-ce qu'on veut un truc à l'échelle d'un massif, de toutes les Alpes ou d'une vallée? Ça répond pas à la question. Quel réseau on va utiliser, quelles personnes on va utiliser, quels vont être les impacts en termes de métier. Par exemple, on a évoqué la question de l'outillage aujourd'hui des groupes de plus en plus présents. On installe des capteurs, on installe des caméras photo et tous les gens qui installent ça passent de personnes à qui faisaient des mesures physiques ou des mesures directement sur le terrain à des gestionnaires de capteurs et ils vont juste remettre des cartes SD, enlever des cartes SD et ça a aussi un impact pour le gestionnaire, pour celui qui s'occupe de faire des mesures de fréquentation, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Parce que c'est pas la même fiche de poste et pas les mêmes types de personnes. Et effectivement, ça peut, quand on est sur un territoire type parc national où le turnover des gardes est quand même pas énorme, c'est changer le métier d'un garde en plein milieu de sa carrière, ça peut avoir des impacts assez forts. On a posé la question des fréquentations transfrontalières. On l'a posé un peu comme ça dans le bain, mais c'est vrai que la question des frontières, parfois dans des milieux montagnards, elle ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'il y a des randonnées qui vont passer la frontière qui vont passer, je pense aux Pyrénées ou au Mercantour. Est-ce qu'il y a ça fait des réflexions aussi à avoir? Comment est-ce qu'on partage les données avec d'autres pays? Comment est-ce qu'on peut co-construire? Est-ce que l'Europe peut faire quelque chose pour ça? La question des moyens, ça a été évoqué, il n'y a pas assez d'argent. La question des moyens, il y a la question, en fait, quand notre débat tourne tout autour de définir à quelle question on veut répondre. Et à partir de là, on regarde, pour répondre à cette question, quels moyens il faut mettre en œuvre. Et on regarde si les moyens, on les a. Et si on ne les a pas, on modifie la question pour essayer et pas partir de l'outil en espérant un jour répondre à une question. Et c'est vraiment la démarche scientifique en tant que telle, que ce soit des oiseaux ou des randonneurs, la méthodologie est exactement la même. Il n'y a pas de différence en termes d'objets à analyser. Et il y a une différence juste en termes d'éthique, parce que les oiseaux, on peut les photographier comme on veut, les randonneurs, la loi ne nous permet pas tout à fait. Mais la question est de bien remettre de la méthodologie dans la création d'un protocole. Moi, le seul point sur lequel je veux mettre en garde, puisque le rôle d'un service scientifique, c'est aussi d'accompagner les différentes personnes dans ces questions-là, c'est que la construction d'un protocole, une fois qu'on a émis la première question, il ne faut pas se leurrer, c'est long. C'est entre 1 et 2 ans. Entre la question et l'obtention du protocole de récolte de données, c'est 1 à 2 années d'échange pour reformuler la question. Oui, ça fait lever les sourcils, autrement on le fait directement,
Et au bout de 10 ans, on analyse les données et on les met à la poubelle. J'ai pris l'exemple du suivi oiseaux dans les parcs nationaux, où on a jeté 2 lots de 10 ans de données d'oiseaux parce qu'on est parti en disant oui, mais ça va faire, ça va faire. Et puis quand on arrive au moment du traitement, on n'a pas du tout répondu à la question initiale parce que les données récoltées ne le permettaient pas. Donc on a dit, on va faire autre chose. Puis on a réinventé autre chose qui était, paraît-il, super bien, mais pour lequel on n'a pas fait les analyses de risque au début. Et au bout de 10 ans, on a repris les données, on les a jetées. Donc c'est pour ça qu'on a mis 2 ans pour faire le protocole STOP, suivi des oiseaux de montagne, pour arriver à quelque chose où là, on sait qu'on s'est accompagné des personnes nécessaires pour arriver à répondre à la question. Et la question n'était pas du tout la question initiale, parce que la question initiale, c'était 16 ETP par parc pour y répondre. Donc 16 plein temps par parc, ce n'est pas possible. Donc on a modifié notre question jusqu'à arriver au temps qu'on passe actuellement, de l'ordre de plusieurs dizaines de jours sur les protocoles de suivi oiseaux, qui était le seul moyen qu'on pouvait mettre. Donc les moyens sont liés, les moyens en question sont liés. Et l'échelle est aussi liée, puisque suivant la question qu'on se pose, on est obligé de faire un transfert d'échelle. Alors moi, je préfère parler niveau d'organisation. Au lieu de travailler au niveau d'un vallon, au niveau d'un parc, des fois, on est obligé de travailler au niveau de l'arc alpin. On a de réponses qu'au niveau de l'arc alpin et pas au niveau qu'on espérait, qui était une réserve, un parc national ou autre, parce que les moyens pour y arriver à répondre à la question sont beaucoup trop importants. Et cette démarche-là, je pense qu'il faut l'avoir en tête au niveau de la fréquentation, parce que ça a été, je pense, un des points sur les précédents protocoles quantitatifs, j'entends bien, qui ont posé un certain nombre de questionnements et qui ont peut-être arrêté la récolte de données en 2011. Voilà, je suis un peu reformulé, excuse-moi, mais avec ma grosse voix, ça allait comme ça? Oui, c'est très bien. Les pauvres sont sourds maintenant. Le dernier point qu'on avait abordé, c'était sur la question de l'appareillage et du coquillage, notamment avec les caméras. C'est un peu brutal comme question, mais c'est un peu à quand le procès? Parce que pour l'instant, en équipe, on met les caméras, mais il y a un jour, ça risque de mal tourner. On ne sait pas quel parc, on ne sait pas quel espace naturel on va prendre, mais ça risque d'arriver, ça risque de faire jurisprudence. Donc c'est une question qu'il faut aussi anticiper le plus possible, même si pour l'instant, ça reste relativement flou. Le développement de l'intelligence artificielle peut être une solution, mais ça ne répond pas forcément à tout. Il y a des biais, c'est lourd à mettre en place. Et ça pose aussi, en dehors d'un problème financier et intrinsèque, ça pose des problèmes éthiques. J'ai entendu Philippe en parler, donc comme il n'est pas là tout de suite. Vas-y, comme ça, tu peux débrouiller. Voilà. Mais donc ça va. On est déjà suffisamment traqué dans les villes. Est-ce qu'on va l'être aussi dans les espaces naturels où les gens vont peut-être aussi pour un peu sortir de cet espace, un espace urbain où on est toujours on est traqué? À quel point on peut poursuivre le flicage ou pas? C'est une question auxquelles il va falloir répondre à un moment. Je sais que le conseil scientifique du parc est assez sensible. Il y aura à un moment une décision, je pense, importante à prendre, une limite à poser. Mais ça, on ne sait pas. Ça dépend peut-être des espaces aussi, des espaces qui sont restés peut-être plus sauvages que d'autres ou pas. Il n'y a pas forcément de réponse. Merci. Vous êtes d'accord? Oui, très bien. Est-ce que le quatrième groupe, vous prenez la parole et puis on va se Oui, c'est ça, en fait. Il y a ces questions éthiques, notamment, vont être abordées dans la suite à la table ronde. Alors, comme nous, on est le dernier groupe, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et qu'on a déjà un petit peu discuté. Donc, je vais essayer de ne pas forcément trop me répéter. Au niveau du pourquoi, donc on était bien d'accord, surtout sur la question, en fait, c'est essentiel de savoir pourquoi on veut suivre la fréquentation en montagne. Parce que, comme on l'a vu hier, par exemple, avec l'information géographique volontaire, on a une production de données énorme, mais si on n'a pas des questions à poser à ces données, et finalement, on peut faire plein de traitements dessus. Ça ne nous mènera pas forcément quelque part. Donc, le pourquoi est toujours essentiel. Donc, il y a différents éléments qui ont été énoncés dans le pourquoi au sein de notre groupe. Il y avait à la fois des questions vraiment sur la compréhension de comprendre cette fréquentation, qui sont les gens,
qu'est-ce qu'ils attendent à venir en montagne et à venir fréquenter des espaces naturels, pour mieux comprendre à la fois des phénomènes de conflit ou de bonne cohabitation, parce qu'on se focalise toujours sur les conflits, mais on peut avoir aussi des éléments qui peuvent nous montrer qu'on peut avoir une cohabitation finalement qui n'est pas forcément négative, soit pour le milieu, soit entre différents pratiquants, parce qu'on parle de la cohabitation humain-faune sauvage, comme on a parlé au début, mais on va parler aussi de la cohabitation humain-humain entre différentes pratiques. Donc, des éléments forts qui sont apparus, c'est d'essayer de caractériser à la fois ces conflits, cette cohabitation, qui sont les acteurs, où sont les acteurs, les imaginaires des acteurs, et aussi connaître la répercussion surtout spatiale à long terme, notamment réussir à savoir, par exemple, s'il y a des effets de cycle, s'il y a des effets de diffusion, si par exemple on va fermer un chemin, etc. Donc là, on a vraiment des questions très, très pratiques. On avait également dans le pourquoi des questions d'aménagement. Alors après, ça peut être lié, comme on l'a dit déjà, soit de l'aménagement, si on est plutôt dans les acteurs qui s'occupent des zones Natura 2000 ou de la protection des chamois, des bouquins, etc. On va avoir des questions d'aménagement, de protection du milieu. Mais on va avoir également, si on est dans le développement touristique, pour essayer de valoriser un secteur au sein d'un parc, au sein d'une réserve, on va avoir également des questions d'aménagement sur comment mieux aménager un sentier, une accessibilité d'un site, savoir là où il faut potentiellement aller poser des toilettes sèches ou pas. Donc, c'est des questions qui peuvent être très variées en fonction, on va dire, de quel secteur, par exemple, d'un espace protégé on s'intéresse, si on est plutôt dans le pôle tourisme ou si on est plutôt dans le pôle protection. En sachant que maintenant, les deux pôles, en fait, on voit qu'il faut quand même qu'ils soient de plus en plus imbriqués. Jusqu'à maintenant, ils étaient, on va dire, assez séparés, mais en fait, il y a vraiment une nécessité de pouvoir imbriquer les différents pôles d'intérêt entre la question de protection et la question de valorisation touristique. Et puis peut-être un aspect qu'on a un petit peu moins parlé dans les différents groupes, c'est la question de suivre les flux de fréquentation pour réussir à convaincre. Parce que en fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément assez de données, par exemple, sur ces flux de fréquentation pour notamment réussir à éventuellement outiller les décisions, avoir des données scientifiques pour justifier aussi des choix qui sont faits. Donc aujourd'hui, les gestionnaires, en tout cas qui étaient dans notre groupe, ont vraiment fait remonter cette nécessité de pouvoir avoir, on va dire, peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes dans les études qui ont été faites sur Ski Tour ces dernières années, mais avec des données, on va dire, scientifiques effectuées sur Ski Tour, on va peut-être pouvoir aller plus facilement convaincre un conseil d'administration, convaincre des maires de la nécessité, par exemple, d'agir sur certaines formes d'aménagement qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'était quand même un aspect qui a été aussi énoncé dans le groupe. Autour des mesures, donc bien sûr, alors on a mis quelles questions pour quel protocole. Donc là aussi, c'était très important au sein de notre groupe. C'était avant de vraiment, au début, on avait listé des outils, puis on s'est dit, mais de toute façon, on peut parler des avantages et des inconvénients de chaque outil, parce que pendant des années, en fait, on a peut-être investi, et ça, c'est peut-être lié aux investissements liés notamment, je ne sais pas, au financement qu'on peut obtenir de l'État, où on peut obtenir des financements si on fait de l'investissement, mais par contre, on ne va pas obtenir de l'investissement pour réussir au suivi de cet investissement et puis des personnes qui vont pouvoir maintenir cet investissement. Donc, en fait, on a un peu un biais dans l'argent souvent que les espaces naturels réussissent à collecter. C'est qu'il y a potentiellement des fois des sous pour des investissements, donc pour des machines. Donc, on va poser des éco-compteurs, mais pendant des années, on a eu des éco-compteurs et en fait, on a récolté des données et on n'en a pas forcément fait grand-chose. Ça a déjà été dit. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, c'est finalement quelle question pour quel protocole et en fonction du protocole qu'on veut mettre en place, on va adapter des outils. Alors après, les outils, on les a listés. On avait listé, il y a des éco-compteurs, il y a des pièges photos, il y a des GPS, il y a l'information géographique volontaire, il y a les enquêtes plus qualitatives, chaque protocole ayant des avantages et des inconvénients. Je ne vais peut-être pas vous les lister là, mais en tout cas, ce qui est peut-être ressorti, il y a eu une grosse discussion autour des pièges photos, par exemple, où la question c'est, OK, par exemple, dans notre groupe, on avait
des gestionnaires, par exemple de l'OFB, qui mettent des pièges photos pour un peu jouer le rôle d'éco-compteur. Donc, ils ont des données quantitatives, mais aussi ça permet d'avoir accès à de la donnée qualitative sur le type de personnes. Par exemple, on voit s'ils ont des piolets, s'ils ont des tentes. Donc, par exemple, l'outil piège photo peut être très utile, mais ça nécessite quand même d'avoir des compétences et des connaissances, notamment en intelligence artificielle, pour pouvoir traiter des masses de photos hyper importantes, d'avoir des compétences en deep learning que tous les services n'ont pas forcément. Donc, si un service, forcément, il détient ces types de compétences-là, ben, on va pouvoir envisager de mettre en place ce type de protocole, mais qu'on se rend compte que finalement, de plus en plus, on a besoin de types de compétences ou de services qui ne sont pas forcément présents au sein des espaces protégés, enfin des équipes. Donc, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de revenir sur les éléments là. Nous aussi, on a parlé de l'évolution des métiers, liée notamment à cette question de deep learning, d'intelligence artificielle, de pouvoir traiter des masses de données. En fait, de plus en plus, on se rend compte que finalement, on a eu des progrès technologiques très importants pour ce suivi de la fréquentation, mais ces progrès technologiques ne se sont pas forcément accompagnés d'une montée en compétences exactes des équipes, etc., ou de la possibilité de pouvoir embaucher des équipes qui ont la capacité de traiter ces données qui sont des données potentiellement numériques ou des grosses masses de photos. Et du coup, donc, ça pose quand même la question de l'évolution des métiers. On a évoqué au sein du groupe la question de la surenchère technologique. En effet, on essaye toujours potentiellement d'être peut-être plus efficace pour mieux observer le terrain. Mais du coup, on va développer à la fois éco-compteurs, pièges photos, des personnes qui vont aller faire des enquêtes sur le terrain, la collecte d'informations géographiques volontaires. Et du coup, cette question de la surenchère technologique, elle pose la question du multitraçage. OK, on arrive à multitracer plein de choses, mais finalement, est-ce qu'on traite toutes ces données ? Et puis, la question éthique qui a été énoncée par Victor, parce qu'on avait Philippe dans notre groupe, la question de justement, est-ce qu'on peut finalement aller suivre exactement tout ce qui se passe en montagne du même type, faire le même type de suivi que ce qu'on aurait peut-être en ville. Et du coup, là, on est dans une société de l'observation, entre guillemets, où on est contrôlé dans quel que soit l'endroit où on va. Donc, ça pose quand même des questions éthiques qu'on abordera un peu au moment de la table ronde. Et puis, l'augmentation des contradictions, en effet, si on va en nature, c'est pour essayer de se sortir potentiellement un peu de cette société, de la société, du traçage, de la connexion au numérique, et on se rend compte que finalement, qu'il y a une augmentation des contradictions au sein des territoires de montagne, où on est à la fois, on va chercher un contact avec la nature, mais en même temps, on se multitrace soi-même, notamment avec les montres connectées, etc. Et puis, en termes de partage des suivis de fréquentation, donc la question, c'est justement pouvoir monter des partenariats. Il a été évoqué dans notre groupe qu'il y a un vrai intérêt en fait de pouvoir comparer ce qui se fait sur différents massifs, au sein d'un même massif également. Donc là, comment réussir à monter ces partenariats? Donc, c'est par le biais des projets. Réussir à avoir un objectif commun. Donc, et il a été aussi évoqué la question des réseaux, c'est que parfois chaque gestionnaire d'espace protégé n'est pas forcément dans les mêmes réseaux. D'un point de vue extérieur, on va dire d'un public lambda, on a l'impression que quand on parle d'espace protégé, on a l'impression que les réserves vont forcément aller parler avec les parcs naturels régionaux qui parlent forcément avec les parcs nationaux. Or, ils ne sont pas forcément exactement dans les mêmes réseaux, que l'OFB est aussi dans le même réseau, et en fait pas du tout. En tout cas, dans notre groupe, ça a été évoqué qu'il peut y avoir des réseaux assez différents et assez parallèles, et qu'en étant dans des réseaux parallèles, parfois l'information elle a quand même du mal à se partager. Et puis, il y a eu une question, par exemple, sur la place d'Outdoor Vision. Donc, ça a été déjà énoncé un petit peu hier, mais justement, est-ce que toutes les données, par exemple, où Outdoor Vision vise à collecter de manière, on va dire, peut-être transversale des données, notamment d'informations géographiques volontaires,
comment, par exemple, les gestionnaires pourront éventuellement réutiliser ces données ou réutiliser des données brutes qu'ils auront collectées. Ça, c'est aussi des questions qui ont été émises au sein de notre groupe. Voilà pour un peu la restitution des réflexions qu'on a eues pendant cette heure. Nous, l'objectif était vraiment à partir de ces différentes entrées qu'on a choisies, de pouvoir faire communiquer différents retours d'expérience, en tout cas. Et j'espère que dans vos groupes, ça a été le cas également. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce retour? Ou des compléments? On a encore quelques minutes avant l'étape suivante. Des commentaires? C'est tout bon? Bah, moi, j'ai quand même une question. Alors, je sais pas si j'ouvre maintenant une question, enfin, alors qu'on va pas avoir beaucoup de temps, mais finalement, ce qui ressort, c'est qu'on a un besoin de communication et d'échange, de construction de réseau, et puis de construction de réseau autour de questions qui vont structurer la mise en place du protocole. C'est ce qui revient quand même dans tous les groupes. Et voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que là, peut-être que ça s'applique plus aux différents gestionnaires de différents parcs et espaces massifs qui sont. Mais est-ce que demain, il y a la possibilité de lancer une réflexion sur un protocole commun entre les différents espaces et surtout des questions communes, identifier des questions communes? Vous pensez que c'est un terrain, une possibilité? Oui. Moi, je pense avant des questions communes, il faudrait déjà que chacun des personnes qui travaillent autour des questions de fréquentation, que ce soit espace protégé et chercheurs, on liste les questions auxquelles on veut répondre. C'est très différent, un point qu'on a travaillé avec Philippe Bourdeau, de savoir comment dans le Haut-Véné, dans la Haute-Romanche, circulent les gens entre le parking, le refuge et les sommets, savoir s'ils sont en itinérance ou pas, que d'avoir une idée de la fréquentation d'un vallon ou l'idée de la fréquentation d'un bar. Vous voyez, rien que là, j'ai 3 questions, il y a obligatoirement 3 protocoles de mesure qui vont être très différents, peut-être avec des outils complètement différents. Donc, si déjà nos territoires savaient à quelles questions on souhaite répondre, parce que quand on dit « je veux répondre à des questions de fréquentation », c'est comme quand on me disait « je veux connaître la biodiversité ». Derrière, moi, j'ai 100 protocoles différents autour de la biodiversité. Donc, à chaque fois, 100 méthodes, 100 bases de données, et ainsi de suite. Alors, il y en a, ils ont un pas de temps annuel, il y en a, ils sont tous les 10 ans, il y en a, ils sont tous les 5 ans. Ça n'a rien à voir. À chaque fois, il a fallu se poser la question de récolter. Donc, à quoi on veut répondre? Moi, aujourd'hui, aux écrans, je ne sais pas Pierrick, mais je ne suis pas certaine de savoir à quoi on veut répondre. Donc, n'ayant pas de questions, ça va être compliqué de construire un protocole. On peut peut-être juste aussi rajouter. Alors, nous, ce n'est pas exactement peut-être ce à quoi le parc veut répondre, mais nous, on aimerait vraiment répondre à la question du lien possible entre le niveau de fréquentation et les atteintes ou les pressions qui s'exercent sur les habitats. C'est-à-dire qu'en tant que gestionnaire d'aire protégée, on me dit bah, vous devez concerner, c'est ce qu'on doit faire. On est, comme vous, en train de constater l'essor, la diversification, tout ce qu'on a discuté abondamment. Et par contre, on n'est pas encore au moment où on fait le lien entre une intensité de pratique récréative, par exemple, et des effets sur les habitats qu'on doit conserver. Donc, on est bien conscient qu'il faut y aller par étapes. Hein. La première étape, c'est déjà est-ce qu'on peut avoir un chiffre. Donc, c'est tout ce qu'on discute, comment on s'y prend, la méthode, etc. Mais ça, on l'a dit dans le groupe, ça sera que la première étape de ce qui nous attend. Parce que moi, je ne sais pas sur mon habitat si je peux faire passer 300, 400 ou 8000 personnes. Et évidemment, quand on parle d'aménagement du territoire, les gens, on ne pourra pas aller les voir en leur disant j'en ai 350, vous vous rendez compte, j'en avais 30 avant. Ils vont dire très bien, mais vous pouvez en avoir 3000 peut-être. Donc, le chiffre, c'est qu'une partie de l'histoire pour nous. Tout à fait. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est le but du squat. Non, mais sur cette histoire de. C'est typiquement définir une capacité de seuil, en fait, capacité de charge. C'est un peu exagéré, parce que le chiffre m'intéresse quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, typiquement, si on définit. Nous, on a un peu fait le scénario parce qu'on a été voir le côté capacité de charge. Clairement, si sur le Tour du Mont Blanc, on définissait une capacité de charge qui me paraît à peu près. On va dire, ce serait réaliste de dire entre 300 et 400 par jour. Et ben en fait, ça voudrait dire qu'on aurait 300 à 400 personnes tous les jours où le Tour du Mont Blanc est praticable. Parce qu'il y a une telle demande sur cet itinéraire que il serait rempli, quoi. Et en fait, on préfère presque avoir des jours à 3000 et des jours à 30 que d'avoir 300 tous les jours. Mais on dit la même chose, du coup. Ouais. En fait, moi, je peux résumer d'une phrase. J'ai entendu, je ne sais plus laquelle de vous, la personne qui a rapporté, qui dit étudier comment
Alors, moi, j'avais noté venir fréquenter. Tu vois, il y avait un moment où vous avez dit il y a un début de phrase, puis après la fin, ça finit par venir fréquenter. Et en fait, pour aller dans ton sens, nous, on se pose la question à partir de quel moment on va venir fragmenter. En fait, c'est ça l'histoire. C'est pas le niveau de l'intensité, etc. C'est à quel moment ça fragmente trop les habitats pour qu'ils soient utilisables par la faune sauvage. Enfin, je dis faune sauvage, peu importe, on peut définir avec d'autres espèces. Mais c'est ça, c'est ces compréhensions des mécanismes qui sont là derrière. Et toi, j'entends bien, moi aussi, hein, je préfère certainement un pic aigu de fréquentation à quelque chose de diffus et permanent. C'est assez sûr que ça impacte, voilà, parce qu'il y a plein de mécanismes derrière qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est bien faire le lien entre le niveau de fréquentation et la façon dont ça perturbe l'habitat disponible. C'est ça que je veux dire. Oui, si vous prenez la parole, vous pouvez vous juste vous présenter parce que c'est en ligne. Donc, Samuel Kello, directeur adjoint du parc de la Vanoise. Sur le sujet des partenariats, la question aussi, est-ce que c'est plutôt un partenariat entre espaces protégés pour les aspects techniques et protocoles et répondre à des questions, ou aussi un partenariat localement avec les communes, les intercommunalités et autres acteurs du territoire pour mettre en commun les moyens aussi, partager des questions, des visions du territoire, parce que en fait, voilà, on aussi cherche à mesurer la fréquentation, pas forcément pour des objectifs, mais comme des recours. Et pour nous, ça leur coûte d'avoir une sorte d'observatoire commun, partenarial de la fréquentation de la Vanoise, et pas seulement du cœur de parc, parce que voilà, les choses ne sont pas strictement linéaires. Donc voilà, on des échelles de partenariat, il me semble important. Oui, oui. Ouais, sur la question des. Pierrick Écrin. Pierrick Navisé, oui. Service accueil et communication. Pour les questions du coup de projets en commun, en fait, moi je pense qu'on a pas mal de points communs. Il y a un sujet très riche ce matin. Les géographiques qui se ressemblent, on est des espaces protégés avec des missions à la fois de conservation, mais aussi en partie d'accueil du public et de gestion de la fréquentation. Et à mon avis, c'est assez facile d'identifier un dénominateur ou des dénominateurs communs qui font sens et qui font qu'on a des choses à faire. Après, je rejoins Richard. Il y a la question du projet, il y a les opportunités de mutualiser, mais je pense qu'il y a vraiment de l'ingénierie à mutualiser. Pour moi, ça, c'est une certitude. Et on a vu qu'il y a des compétences, depuis 2 jours présentes autour de la table, qui sont complémentaires. Et après, c'est vrai qu'il y a par contre une introspection à faire dans chaque espace protégé pour vraiment clarifier la question de ce qu'on veut savoir. L'intervention de Samuel le confirme. C'est aussi la question des échelles de travail et des partenariats. Est-ce qu'on veut absolument des infos sur l'ensemble d'un cœur de parc qui est souvent un territoire gigantesque? Est-ce qu'on veut au contraire voir en plus des infos très fines pour gérer des sites, travailler avec des territoires touristiques ou des intercos pour alimenter le partenariat, la gouvernance, la charte? Ça, il faut vraiment qu'on se pose toutes ces questions d'échelle et qu'on voit un peu comment on peut faire. Alors après, du coup, c'est sûr que c'est peut-être pas un protocole. Pour le coup, c'est certainement des protocoles. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire ensemble. Il ne faut pas chercher les différences, à mon avis. Il faut plutôt chercher aussi les points communs, et il y en a. On profite pour passer à la suite, du coup. Ouais. Merci en tout cas pour ces retours, ces échanges. Et on va passer sur le dernier temps de la journée, qui est donc la table ronde autour des usages des données de la fréquentation. Donc on s'installe. Et pour la visio, en fait, il faut qu'on bascule, qu'on change d'ordinateur. Donc, vous quittez toute la vidéo et on va la relancer. Mais parce qu'il faut qu'on l'enregistre et qu'on change d'ordi et que le Zoom, sinon il va râler et qu'on n'aura pas l'enregistrement. Voilà. Donc, je vous relance, on relance une visio sur un autre ordre d'ici quelques minutes. Alors, envoie-leur le lien de la prochaine. C'est le même lien. C'est le même lien. Vraiment sur le même. Ça marche. Oui.